Bonjour à tous, bienvenue sur cette session du Tech Talk. Nouvelle session depuis la rentrée. Déjà une première session qui est passée semaine passée sur la partie What's New de Privilege Remote Access et de Remote Support. Aujourd'hui, on va continuer sur le sujet Privilege Remote Access et en l'occurrence, on va étendre et on va discuter des fonctionnalités du coffre-fort en tant que tel. C'est un module qui a énormément évolué dans Privilege Remote Access ces derniers mois et années. Donc, je pense que c'est intéressant de refaire un petit point sur ce qu'on est capable de faire avec, d'en comprendre aussi les limitations, mais sachant qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées dans les dernières et même dans la toute dernière release d'ailleurs. Donc j'ai mis à jour cette présentation il y a très peu de temps pour cadrer avec ça, pour essayer de parler un peu de l'ensemble des sujets. Juste petite information, le Tech Talk de la semaine passée n'a pas pu être enregistré. On a eu un petit souci technique. Je vais peut-être essayer de la réenregistrer. Alors, ce sera pas un replay, ce sera une nouvelle from scratch, mais au moins ça permettra quand même de la mettre en ligne et que vous puissiez aussi la visualiser si nécessaire. Donc, c'est normal si certains d'entre vous n'ont pas vu apparaître le replay, c'est qu'il n'a pas pu être réalisé. Donc je le disais, on démarre tout de suite avec ce Tech Talk du jour sur le coffre-fort PRA. On va parler donc des fonctionnalités, on va parler de ce qu'on est capable de faire en termes de gestion de cycle de vie des authentifiants. On parle souvent de rotation, mais on verra que suivant les credentials, c'est autre chose parfois que de la rotation. On verra aussi ce qu'on a très largement l'habitude d'utiliser en termes d'authentifiants, et puis on verra ce qui est arrivé justement dans les dernières releases et ce que ça peut ouvrir en termes de perspective, aussi bien d'usage mais aussi de sécurité. Donc cette partie coffre-fort, hein, c'est la section Vault dans l'interface de Privilege Remote Access. Je fais un focus sur Privilege Remote Access parce que les fonctionnalités sont plus larges, mais il y a peut-être 70%, 80% de ce que je vais dire qui sont aussi vrais pour Remote Support. Sachez-le, le coffre-fort Remote Support, il est un tout petit peu moins puissant maintenant, mais il a déjà quand même beaucoup de choses qui sont permises et qui permettent de résoudre des cas d'usage de prise de main à distance extrêmement intéressants comme de l'élévation de privilèges, comme justement du masquage de credentials, comme le fait de pouvoir se connecter à des équipements, même si personne n'est derrière et même si je ne connais pas les credentials, mais grâce au coffre-fort, je vais pouvoir malgré tout réaliser des actions de support. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le coffre-fort PRA, petit rappel important, hein, dans les comptes qu'on est capable de gérer dans ce coffre-fort, on a pour la très grande majorité du temps ce qu'on appelle les comptes partagés, qui sont donc des comptes qui sont mis en place dans le coffre-fort par l'administrateur Privilege Remote Access. En l'occurrence, le rôle qui s'appelle Vault Administrator, c'est lui qui va venir définir ces fameux credentials, ces fameux comptes au sein du coffre-fort de deux manières, on va en reparler après, soit parce qu'il va les saisir manuellement à l'intérieur de l'interface pour en donner accès ensuite aux techniciens, aux utilisateurs du bastion, soit par découverte. Donc capacité à aller chercher les comptes dans des endroits variés. Et donc ces comptes, ils peuvent avoir différents types. En l'occurrence, vous voyez sur le petit print screen de droite les différents types qui existent aujourd'hui et que je vais détailler ensuite. Et avec des spécificités en fonction de ces comptes, justement, sur ce qu'on va être capable d'en faire, est-ce qu'on va être capable de faire de la rotation ou pas. Donc typiquement sur ces comptes partagés, si vous faites de la découverte, ça va se passer sur des comptes locaux, ça va se passer sur des comptes Active Directory, ça va se passer sur des comptes Entra Entra ID Directory Services. Ces comptes-là, on va avoir la capacité à gérer le cycle de vie, c'est-à-dire à faire de la rotation sur ces comptes-là. Pareil sur ces comptes partagés, et on le verra sur le slide suivant, il y a une gestion, un pilotage de regroupement, de politique qui vont nous permettre de gérer justement ces comptes qu'on a découverts. S'ils sont saisis manuellement, vous en restez le maître à bord, hein, c'est-à-dire c'est vous qui gérez le compte lors de sa saisie, c'est vous qui gérerez ce compte aussi lors de sa mise à jour si jamais il y a des besoins éventuels. Quand même un point important, alors qui risque d'évoluer dans les versions à venir, parce qu'il y a un gros travail de RBAC, hein, de Role Based Access Control sur l'ensemble des produits Beyond Trust. Mais à ce jour, le compte Vault Administrator, il peut tout faire. Il peut tout voir et il peut tout gérer. Alors tout voir, c'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment un compte de gestion qui va pouvoir ajouter, modifier, supprimer l'ensemble des comptes partagés. Donc, il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de scoping sur les comptes partagés. Quand on est Vault Administrator aujourd'hui, on peut tout faire. Encore une fois, gardez à l'idée que
c'est quelque chose qui va évoluer parce que voilà, il y a ce genre de besoins qui sont nécessaires. Malgré tout, je parle quand même un petit peu aussi des comptes personnels. C'est pas le premier usage qu'on fait du coffre-fort, mais ça a quand même une vocation intéressante. Hein, c'est de permettre aux usagers du Bastion, de Privilege Remote Access, de saisir, d'introduire dans ce coffre-fort leur propre compte. Donc là, ça signifie quoi des comptes personnels? C'est des comptes que vous, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas à gérer, vous ne voulez pas gérer, vous ne pouvez pas gérer. Mais pour autant, les usagers, bah, ils connaissent peut-être un compte admin qui leur est propre, qui leur est nommément attribué. Ils en connaissent le login, ils en connaissent le mot de passe. Et pour des questions d'usage, de simplicité, d'injection de ces credentials, bah, ils vont pouvoir les saisir une bonne fois pour toutes, je veux dire, dans le coffre-fort. Et du coup, ils pourront en bénéficier pour l'utiliser en termes d'injection dans les différentes sessions. Donc c'est plutôt pratique. Là aussi, il y a différents types de credentials qui sont capables de positionner dans leur compte, dans leur coffre-fort personnel. Il n'y aura pas de rotation, bien évidemment, parce qu'ils sont les seuls et uniques administrateurs de ces comptes-là, mais ça leur permet de gagner en usage et peut-être, ça peut être aussi une phase intermédiaire. Si on n'est pas tout à fait mature pour faire de la rotation de credentials, pour avoir une décentralisation complète, ou une centralisation complète, pardon, de la gestion de ces credentials et donc de passer sur du compte partagé, on peut commencer par des comptes personnels en disant aux administrateurs, aux techniciens, bah, mettez pour l'instant vos comptes en compte personnel. Quand on va passer sur un mode de gestion centralisé, ben, ces comptes-là seront supprimés. Il y aura plus de, vous ne pourrez plus les utiliser en tant que tel, mais le coffre-fort vous apportera les niveaux de compte adéquats à vos usages. Donc, c'est intéressant de voir ces deux fonctionnalités-là. C'est inclus dans la licence. Il n'y a pas de différence d'ailleurs dans ces familles de comptes au sein du coffre-fort pour des comptes partagés gérés par l'administrateur ou des comptes personnels gérés par les techniciens eux-mêmes au sein du coffre. En termes de gestion, je le disais, donc on va retrouver ces fameux comptes qu'on va venir ajouter ou découvrir au sein du coffre-fort. Donc ça peut être des comptes, vous l'avez vu dans les catégories, ça peut être des simples login mot de passe, ça peut être des clés SSH avec ou sans certificat, ça peut être maintenant des certificats clients, ou ça peut être des clés SSH générées à la volée, je détaillerai ça un peu plus loin. Donc ces comptes-là, on vient les créer ou les découvrir de manière unitaire. Mais quand on veut les gérer, bah, c'est quand même souvent plus facile de gérer des groupes que de gérer des unités. Donc on va avoir cette capacité à positionner nos comptes dans des groupes de comptes. Et l'objectif d'avoir des groupes de comptes, encore une fois, c'est de simplifier la gestion. Pourquoi simplifier la gestion? Bah, c'est parce que derrière, sur ces groupes de comptes ou sur les comptes de manière unitaire, parce que ça peut quand même avoir du sens des fois. Si c'est pour avoir un groupe, mais d'avoir à l'intérieur qu'un seul credential, on peut se poser l'intérêt de la gestion du groupe. Donc, on peut malgré tout garder des comptes qui soient détachés de tous les groupes, mais avoir une gestion par groupe, c'est vrai que c'est la garantie d'avoir une gestion un peu plus centralisée, que ce soit aussi bien pour les stratégies. Donc les stratégies, on va retrouver tout ce qui va toucher justement à la rotation, mais aussi tout ce qui est à la notion de check-out, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que plusieurs personnes à un instant T sont capables d'utiliser ce credential, ou est-ce que quand quelqu'un sort le compte du coffre, bah, il est verrouillé, plus personne ne peut l'utiliser tant qu'il ne l'a pas remis, donc le check-in au sein du coffre-fort. Ça se configure au travers des stratégies. Donc c'est un premier niveau que vous pouvez associer à chacun des groupes. Il y a aussi les associations au niveau des jumps. Le fait de dire que ces comptes-là ou ce compte-là ne peuvent être utilisés que sur tel type d'objet. Si vous avez des comptes qui sont issus d'un Active Directory, typiquement ces comptes-là, ils sont utilisables sur les machines Active Directory. Ça sert à rien de les présenter sur une interface web qui travaillera avec des comptes locaux. Ça sert à rien de les présenter sur des ressources SSH pour lesquelles j'aurai des comptes locaux aussi, ou éventuellement dans un autre annuaire, mais qui ne serait pas mon Active Directory. Donc les règles d'association aussi, c'est souvent beaucoup plus pertinent de les faire par groupe que de les faire unitairement compte après compte. Que ce soit dans la gestion à l'instant T, mais aussi dans la gestion dans le temps, on aura quand même plus de simplicité à travailler au niveau de groupe. Dernière chose, c'est l'association aux utilisateurs. Qui a le droit d'utiliser ces comptes-là? Et donc, de la même manière, cette association, elle va pouvoir être faite aussi bien de manière unitaire sur chacun des comptes, mais encore une fois, d'un point de vue gestion, il est quand même plus intelligent de le faire au niveau d'un groupe globalement. Donc l'association, elle est disponible partout, mais encore une fois, si vous avez des groupes, ça risque d'être plus facile dans le temps d'associer tel
L'idée, c'est d'avoir tel groupe utilisateur a le droit d'utiliser tel groupe de comptes quand il se connecte sur telle famille de jump, donc telle famille de destination. Et d'avoir vraiment cette chaîne de savoir en fonction de qui je suis, j'ai le droit d'utiliser une famille de comptes pour se connecter sur une famille de ressources. C'est là le cheminement global de sécurité et d'usage. En termes de rotation maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je le disais, c'est important de savoir jusqu'où on est capable d'aller, ce qu'on peut proposer aux clients versus les endroits où on ne peut pas forcément aller. Au niveau du coffre-fort Privileged Remote Access, il faut savoir qu'on a capacité à gérer le cycle de vie des comptes, on va dire Microsoft, de manière assez large. En l'occurrence, on est capable de faire de la rotation de mots de passe sur tout ce qui va être comptes locaux alors j'ai mis des serveurs, mais ça peut être des postes aussi potentiellement. On peut gérer la rotation des comptes d'un Active Directory qui serait local. On peut aussi gérer la rotation des comptes qui viendraient d'un Entra ID Directory Services. Attention, je dis bien Directory Services. Okay, donc c'est le produit payant, c'est le sort d'AD, mais que vous avez dans le cloud. C'est pas Azure AD, c'est pas juste Entra ID. Okay, c'est vraiment la partie Directory Services qui est un module payant additionnel de Microsoft. Comprenez-le bien, c'est que la partie Entra ID, on va dire gratuite ou même avec les plans P1, P2, ce n'est pas un vrai AD, ce n'est pas un vrai annuaire dont vous avez la pleine et entière gestion. Si vous voulez avoir la pleine et entière gestion comme vous l'avez sur un AD local, ça s'appelle Directory Services, c'est un service que vous possédez dans Entra, dans Azure en tant que tel. Ça, c'est, je vais dire, ce qu'on a quasiment toujours su faire avec le coffre-fort. Aujourd'hui, on a aussi d'autres manières de gérer des cycles de vie, d'autres types d'authentifiants, en l'occurrence pour tout ce qui va être clé SSH d'authentification. Et maintenant, tout nouvellement arrivé, les certificats X509 utilisateurs, donc les certificats d'authentification utilisateurs vers des ressources distantes. Donc, très intéressant. Je ne parle pas ici, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme cycle de vie plutôt que rotation, parce qu'on est sur des approches qui sont un peu différentes. Vous le verrez, on ne fait pas tourner une clé SSH, c'est qu'on génère à la volée, de la même manière qu'on génère un certificat, on génère à la volée une clé SSH avec une durée de vie extrêmement courte. L'idée est d'avoir, ce n'est pas une clé qu'on vient changer, c'est une clé qu'on crée, qui meurt, on en recrée une, qui remeurt à nouveau, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle régulier de gestion de ces clés-là. Alors bien sûr, pour chacun des éléments, il y a des contraintes, je veux dire, où il y a des prérequis en fonction de permissions, en fonction d'architecture. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus pour les rotations des comptes Microsoft globalement, mais en tout cas, on est capable d'adresser tout ça. Je ne l'ai pas noté, mais comme j'ai souvent la question, je préfère le dire ici, il n'y a pas d'intégration entre Privileged Remote Access et un LAPS. J'ai énormément de clients, et c'est tant mieux, qui utilisent LAPS sur les comptes d'admin locaux des postes de travail, par exemple, voire même des serveurs. Et c'est une bonne pratique, à mon sens, c'est tout à fait une bonne pratique. Donc moi, j'encourage vivement à utiliser cette partie LAPS ou à continuer à l'utiliser. Par contre, il faut savoir qu'on n'a pas d'intégration avec LAPS. Donc on n'est pas capable de connaître le mot de passe que LAPS a mis. Par contre, vu qu'on est capable aussi, nous, de gérer la rotation des comptes locaux, finalement, je dirais c'est l'un ou l'autre. Cette première ligne qui s'appelle rotation des comptes locaux des serveurs Windows, si vous la mettez en œuvre, ça veut dire que vous n'utilisez pas LAPS. Si vous ne la mettez pas en œuvre, alors c'est que vous utilisez certainement LAPS. Et vous avez deux mécaniques pour récupérer ce compte de connexion locale à vos serveurs. Ça, je dirais, c'est un choix, mais avec le vol de PRA, vous êtes capable en effet de bypasser complètement la gestion LAPS et de tout mettre et de tout centraliser dans le coffre-fort. La fonctionnalité sera similaire. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et il vaut mieux le savoir avant plutôt que de dire des mensonges. Ce qu'on ne sait pas faire avec le coffre-fort PRA, c'est typiquement faire tourner des comptes locaux Linux. C'est de faire tourner des comptes qui se trouveraient dans des bases de données. C'est de faire tourner des comptes qui seraient dans des applicatifs cloud, à l'exception, encore une fois, de Entra ID Directory Services. C'est de faire tourner des comptes dans des applications. Alors pourquoi on ne sait pas ça? Pourquoi on ne sait pas faire ça? C'est parce qu'en fait, à chacune de ces spécificités, ça correspond en fait à des connecteurs. Il faut avoir pour faire tourner un mot de passe Linux, c'est très général. En fonction, et en plus quand on dit Linux,
souvent c'est plutôt des mots de passe, ce qui se trouve sur des équipements SSH. Mais en fonction d'un équipement, en fonction d'un noyau, en fonction d'une version d'un Linux ou d'un équipement réseau, la mécanique de rotation n'est pas tout le temps la même. C'est-à-dire que je dois avoir un connecteur qui sait que pour changer un mot de passe, il faut taper telle commande. Alors bien sûr, il faut se connecter avec un compte qui possède les bonnes permissions. Il faut taper telle commande, puis telle commande, puis telle commande, et ensuite valider. Et ça, d'un système à l'autre, c'est différent. Et donc, PRA n'embarque pas de connecteurs vers les bases de données pour faire tourner les comptes au sein des bases de données, vers les ressources cloud, vers les ressources locales de type SSH. C'est beaucoup de travail, beaucoup de connecteurs, beaucoup de complexité. Okay, donc, on reste sur un produit qui est capable d'adresser 90% des cas d'usage. On le voit avec ce qu'il est capable de faire. Mais les 10% qui vont vraiment sur un niveau de maturité très avancé de coffre-fort, PRA, c'est pas le faire. Par contre, Password Safe, c'est le faire. En tout cas, pour la grande majorité des cas d'usage que j'ai pu citer au-dessus. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous êtes vraiment dans un niveau de maturité avancé en termes de PAM, de gestion des credentials, peut-être que Password Safe peut vous aider aussi là-dedans, sachant que les deux produits s'intègrent entre eux, sachant aussi qu'en roadmap, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les deux produits vont de mieux en mieux s'imbriquer l'un et l'autre. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui devraient arriver, allez, on va dire dans la prochaine année, dans les 12 mois glissants à venir, dans l'intégration de PRA et de Password Safe. Alors qu'est-ce qu'on a toujours su faire? On a toujours su authentifier, injecter des credentials au travers de mécaniques traditionnelles. Traditionnelles, c'est quoi? C'est un login, un mot de passe. Okay. Un login, un mot de passe local, un login, un mot de passe de domaine sur un équipement ou un autre. On a toujours su le faire sur un équipement SSH, sur un serveur Windows, sur un serveur Linux, sur une page web d'administration. On a toujours su injecter des logins et des mots de passe au travers de ce type de credential disponible. On a aussi toujours su faire la partie clé SSH pour les équipements justement SSH qui s'authentifieraient non pas avec un login et un mot de passe mais avec une clé privée. On est tout à fait capable de saisir, d'indiquer les clés privées dans PRA pour s'authentifier sur l'équipement cible. Clé privée qui peut être définie avec ou sans certificat adjoint. Okay. Ça, on a toujours su le faire, c'est du très standard et ça permet de couvrir déjà la plus grosse partie des cas d'usage. Okay. Mais on avait quand même cette problématique de rotation, en tout cas sur la partie clé SSH, parce que toutes les clés SSH, elles sont dans ces deux cas de figure-là, avec ou sans certificat, saisies manuellement et elles ne bougent pas, tant que vous ne les modifieriez pas manuellement. Tout comme peut l'être un login et un mot de passe. Les logins et les mots de passe, ça peut être du statique, c'est vous qui les mettez dans le coffre et c'est vous qui en gérez le cycle de vie. Par contre, sur les credentials traditionnels, login et mot de passe, je le disais, on est capable de faire de la rotation. Okay, donc on est capable de faire de la rotation, en l'occurrence sur tous les comptes de type Microsoft. Je le rappelle ici, comme je le disais préalablement, les comptes AD, c'est au travers d'un jump point qui va avoir certaines permissions pour réaliser la rotation dans les comptes AD. Les comptes locaux, on peut le faire soit avec un jump point et des permissions là aussi qui doivent être mises en œuvre, ou si on a la possibilité d'avoir un jump client localement sur l'équipement, on pourra utiliser le jump client pour faire cette rotation. Très pratique quand on a du jump client de déployer. Et puis, on est capable aussi de faire de la rotation, je le disais, sur Entra ID Directory Services via un SPN qu'il faut définir dans PRA pour avoir ses droits et ses permissions de réaliser les rotations. Donc ça passe au travers de la découverte. On découvre les comptes, on embarque les comptes et on fait tourner les comptes. Donc la découverte, je disais, l'import des comptes. Alors on peut tout importer et c'est rarement le cas. Soit on peut importer un seul compte ou quelques dizaines de comptes à la fois pour pouvoir les mettre dans les bons groupes. Je le disais, pour avoir une meilleure gestion, on les importe et une fois qu'ils sont importés, comme on n'est pas un outil de hacking, on importe le compte, on n'importe pas bien évidemment le mot de passe. Okay, donc les comptes qui ont vocation à être découverts et importés, il faut garder à l'esprit qu'ils ont vocation à être gérés par PRA. Donc à subir très rapidement une première rotation. Parce que j'importe le compte, mais je ne connais pas le mot de passe. Donc je vais instancier une première rotation pour faire en sorte que ce soit Privileged Remote Access qui devienne le gestionnaire de ce credential, le maître à bord de ce credential.
Et donc, vu que c'est lui qui l'a changé, bah, c'est lui qui le connaît. Moi, j'ai plus besoin de le connaître parce qu'en fait, il va m'en donner l'usage, il va m'en donner l'injection possible, mais j'ai plus à connaître le mot de passe en tant que tel. Et je reviens donc sur les permissions, c'est important en fonction de ce que vous voulez faire. Autant pour découvrir des comptes, un simple compte en lecture seule suffit. Quand vous voulez faire tourner des mots de passe, bah, il faut des permissions de changement et de reset password qui sont nécessaires. Donc ça, c'est des délégations qu'il faut mettre en place au sein de votre Active Directory. Ok, donc les authentifiants legacy, je le répète, les comptes, login et mot de passe traditionnels, avec de la rotation possible comme indiqué ici, ou sans rotation. C'est tout à fait aussi envisageable hein, pour des comptes pour lesquels on n'aurait pas les fameux connecteurs. On saisit les comptes dans le coffre, on les fournit en injection et c'est déjà beaucoup. Et puis la partie clé SSH avec ou sans certificat, où là on n'a pas de rotation possible. Et donc du coup, a été intégré des nouveaux authentifiants avec justement des fonctionnalités ou des usages qui vont être améliorés. Le premier qui est arrivé un petit peu de manière presque invisible, je dirais, comme ça, dans une version sans qu'il y ait trop de notifications dessus, c'est ce qui s'appelle le single token. Single token, c'est le plus simple presque des types d'authentifiants disponibles. C'est, comme son nom l'indique, un jeton simple, c'est-à-dire j'ai pas de login. J'ai juste une valeur qui est un mot de passe, qui est un jeton, donc qui peut être une clé d'authentification. Pas de login défini, mais par contre, il faut garder à l'esprit, alors dans quel cas d'usage on peut utiliser un single token? Alors, il y a certaines pages qui vont pas vous demander de login parce qu'il n'y a qu'un seul compte pour se connecter en fait, et vous avez juste une sorte de clé qui vous permet de vous authentifier. C'est quand même de plus en plus rare, mais bon, sait-on jamais, ça peut avoir ce cas-là. Par contre, là où sont beaucoup utilisés les tokens, hein, c'est typiquement dans les API. C'est dans les scripts qui peuvent être aussi utilisés. Et donc, il faut garder à l'esprit que ce coffre-fort, il est aussi interopérable en API. Et via, en l'occurrence, c'est pour ça que je l'ai mis ici, il y a un petit outil qui s'appelle btapi.exe qui est fourni directement dans l'interface. Et vous voyez qu'il y a, donc c'est un wrapper d'API, hein, c'est-à-dire qu'il englobe déjà tout un tas de, vous n'avez pas à écrire des scripts pour réaliser des actions, il englobe l'ensemble des appels API, de l'authentification API au travers de commandes très simples. Là, je vous en ai mis une par exemple, avec la commande btapi list vault account, vous allez avoir justement la possibilité d'aller interroger les credentials d'un vault. Et typiquement, vous avez la capacité, en allant chercher, en utilisant ces commandes-là, d'extraire un token. Donc ça peut me permettre, par exemple, dans un script, d'avoir un appel BTAPI quelque chose, ou d'avoir écrit le script, hein, si je préfère, pour aller extraire et utiliser à un instant T un jeton qui serait disponible dans PRA. Donc, c'est pas quelque chose d'incroyable, je dirais, fonctionnellement, mais ça ouvre des cas d'usage qu'on avait assez peu finalement avant avec PRA et qui peuvent nous permettre de répondre à certains besoins clients sur la consommation de jetons au sein de scripts, par exemple, ou au sein d'applications qui pourraient aller consommer des credentials et entre autres ce type de single token. L'autre élément qui a été ajouté, alors il y a quelques versions de ça, c'était justement pour quand on dit on ne sait pas faire tourner les credentials sur un Linux. Oui, c'est vrai. Par contre, sur un Linux, on est capable de s'authentifier de deux manières, à minima de deux manières, login mot de passe ou clé SSH. Le choix qui a été fait par Beyond Trust avec Privilege Remote Access, ça a été de dire, ok, on ne sait pas faire tourner les logins mots de passe locaux. Par contre, on va faire de la génération dynamique de clés SSH pour s'authentifier. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inclus dans le appliance une autorité de certification qui permet de générer à la volée des clés d'authentification et de les affecter à la volée ou à la session. Donc finalement, on vient sur une forme de rotation de clés SSH. Et donc, un client qui voudrait absolument faire de la rotation pour les comptes de connexion sur des serveurs Linux, on ne le fera pas au niveau user password, on le fera via des clés SSH. Donc c'est juste une mécanique d'authentification à changer côté équipement de destination. Alors juste un petit rappel comment ça fonctionne sans Privilege Remote Access, quand on veut faire de l'authentification par clé SSH, déjà on génère une clé publique, une clé privée.
Okay, la clé publique, c'est celle qui définit mon autorité et c'est celle que je vais positionner sur mes différents équipements. Donc j'ai un premier travail, il faut que je propage cette clé publique sur chacun de mes équipements. Et puis ensuite, j'ai cette clé privée et normalement, dans le meilleur des cas, j'ai une clé privée par user, ce qui me permet d'identifier qui se connecte. La réalité du terrain fait que c'est très souvent une clé privée que je viens donner à tout à chacun. Et c'est la même. Donc finalement, j'ai même pas d'authentification unitaire par une clé qui appartient à un utilisateur. J'ai souvent une clé qui est partagée, qui est stockée quelque part de manière plus ou moins sécurisée pour que les uns et les autres puissent l'utiliser pour s'authentifier sur ces systèmes-là. Et donc la rotation, c'est la même chose. Pour faire tourner une clé SSH, je retravaille sur la génération d'une nouvelle clé privée que je dois redistribuer sur chacun de mes utilisateurs. Donc c'est contraignant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a souvent, on utilise une clé partagée que je distribue, puis après, advienne que pourra, plutôt que d'avoir des clés personnelles. Ce que fait PRA, justement, il simplifie tout ça. Alors le schéma, vous le reprendrez à froid, je trouve pas des plus clairs possibles, mais bon. L'idée, c'est d'embarquer l'autorité dans PRA. Et cette autorité, elle va vous générer, premièrement, une clé publique, bien évidemment. Cette clé publique, exactement comme dans la mécanique précédente, il faudra bien sûr la positionner sur chacun de vos équipements. Il faut que l'équipement fasse confiance à votre autorité. Donc, on vient générer une autorité et cette autorité nous génère une clé publique qu'on déplace, qu'on déploie sur les différents équipements. À la suite de ça, l'outil va nous permettre de générer à la volée des clés SSH d'authentification pour chacun des utilisateurs. Donc là, on a le meilleur des mondes pour une raison simple, c'est que chacun des utilisateurs a une clé différente. J'ai plus de clés qui sont partagées. Deuxièmement, cette clé, elle a une durée de vie extrêmement courte. Ce qui fait que je vais en générer de manière très régulière et ma clé que j'ai créée 5 minutes avant n'est plus valide. Je vais en créer une nouvelle qui, du coup, aura cette même type de capacité qu'une rotation, c'est-à-dire que je n'utilise quasiment jamais, sauf si je me connecte 2 fois dans les mêmes 5 minutes, grosso modo, j'utiliserai quasiment jamais la même clé privée d'authentification pour me connecter sur l'équipement cible. Donc ça revient à de la rotation, c'est pas tout à fait de la rotation, mais ça on a le même type de comportement. Donc c'est ce qu'on appelle le Just-in-Time SSH Certificate, c'est-à-dire que on a vraiment un certificat qui est généré à la volée et qui me permet de m'authentifier. Donc très intéressant. Comment ça se passe? Je vous disais d'abord on crée une autorité de certification. Et ensuite, une fois que vous l'avez créé, vous allez avoir justement la clé publique quand vous allez créer votre compte. Vous allez avoir la clé publique qui va être disponible ici. Et c'est ça justement qu'il faut déployer sur vos différents équipements. Ils ont encore poussé cet élément d'autorité encore un peu plus loin avec une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la 24.2, donc la dernière en date, avec des certificats X509. Là, l'idée, c'est de pouvoir s'authentifier avec un certificat client. Ce n'est pas une clé SSH, c'est un certificat client pour s'authentifier sur un équipement cible. L'idée, c'est un peu la même chose, c'est je crée une autorité parente de type X509 et cette autorité-là, c'est elle qui va générer pour chacun des utilisateurs un certificat client qui va lui être attaché et qui va nous permettre de l'utiliser pour se connecter sur les certificats cibles, sur les entités cibles. Donc c'est vraiment un certificat unique à l'utilisateur. Alors il y a un petit peu de gestion, comme toute autorité, il va falloir la renouveler quand elle sera expirée. Vous avez le certificat qui est téléchargeable justement pour truster cette autorité. Il faut bien sûr que vos équipements cibles, ils fassent confiance à l'autorité, ils fassent confiance au certificat que le client va lui présenter. Donc il va falloir déployer cette autorité dans les autorités autorisées. Sachant que vous pouvez aussi importer votre propre autorité. Okay, donc si vous en avez déjà une, il vous suffit, et vos équipements font déjà confiance à votre autorité, il vous suffit d'importer votre certificat d'autorité à l'intérieur de PRA pour qu'elle soit connue et qu'on soit capable de générer des certificats à la volée basés sur cette autorité. Comment ça se passe? Je vous le disais, en première étape, on génère l'autorité de certification, donc on lui donne son nom, on lui donne le type.
comme quand vous générez un certificat de type CA. Une fois qu'il est généré, vous avez accès justement à l'autorité elle-même. Donc ça, c'est quand vous l'avez généré au sein de l'instance. Vous avez donc la possibilité de régénérer l'autorité si vous considérez qu'elle a peut-être été compromise ou si vous souhaitez en changer. Et vous pouvez télécharger le certificat pour aller le déployer sur vos équipements pour qu'ils fassent confiance à cette autorité. Une fois que vous avez l'autorité, vous pouvez, alors d'ailleurs, vous voyez qu'il y a deux menus X509, d'abord l'autorité, ensuite le certificat client. Le certificat client, il est grisé. Tant que vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez pas créer de certificat client. Okay. Donc, vous créez d'abord l'autorité et ensuite, vous aurez accès au certificat client où vous allez définir en fait son critère de génération basé sur quelle autorité, et ensuite vous pourrez affecter du coup ce type d'authentification à des comptes pour qu'il soit utilisable sur vos équipements cibles. Donc on voit que le coffre-fort, il a quand même pas mal de fonctionnalités, il a vraiment des choses qui sont nouvelles et qui apparaissent au fil de l'eau et qui nous permettent d'avoir des usages assez variés et assez efficaces en termes de sécurité et d'usage. Donc ça vous donne un panorama de tout ce qu'on est capable de faire. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est quand même déjà assez complet en soi. On a atteint la fin de ce Tech Talk, de cette session. Il faut que je vous rappelle quand même les quelques points et surtout un petit point important, la prochaine session qui donc normalement a lieu toutes les 2 semaines le mercredi en fin de matinée, comme là, elle va être décalée d'une journée. Je ne serai pas là le mercredi, elle va être décalée donc au 10 octobre, mais on vous enverra tous les rappels, toutes les sessions. Et le sujet, il portera sur des modules de Password Safe qui sont Secret Safe et Workforce Password. Certains doivent les connaître déjà. Pour d'autres, ce sera peut-être une découverte. En tout cas, n'hésitez pas à, encore une fois, partager ces informations. Le replay devrait être disponible cette fois-ci pour la session du jour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à dans 2 semaines, le jeudi 10 pour la prochaine session. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.